français, en bon français et littéral, c'est celui de l'autonomisation. En fait, donner le pouvoir d'agir individuel et collectif. Bienvenue à Patrick Storey, qui est le CEO de Flexity, cofondateur du podcast Story RH, et qui a écrit également Empowerment, Autonomie et Bien commun pour une entreprise performante et humaine. D'ailleurs, j'en profite pour dire que l'ensemble de nos speakers vont dédicacer leurs ouvrages sur l'espace librairie. Alors, la démonstration est faite depuis ce matin que l'entreprise ne mènera pas ces transformations profondes. Et les transformations sont profondes sans l'engagement, sans l'embarquement des collaboratrices et collaborateurs. Mais, on l'a aussi compris de nos trois premiers speakers, l'équation est très compliquée. Donc, quels sont les mécanismes pour que chacun puisse contribuer, puisse trouver le chemin d'une entreprise engagée, responsable et néanmoins performante? 20 minutes, bienvenue à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être à Lille. Les gens sont souriants, c'est un bonheur. Et en plus, il fait beau. Mon grand-père aimait à dire une chose, c'est quand on connaît un métier, on l'exerce. Quand on ne le connaît pas beaucoup, on est consultant. Et quand on ne le connaît pas du tout, on est prof. Alors moi, j'ai exercé le métier de DRH. Maintenant, je suis consultant et prof. Donc vous pouvez en déduire que je suis en fin de carrière. La preuve, Thomas Chardin m'a cité. Donc quand on commence à être cité, c'est qu'on est vieux. Et merci Thomas, une phrase qu'on peut aussi, dont on peut rendre la paternité à Patrick Bouvard, avec qui on l'a écrit, on peut dire tous les trois, puisque Thomas Chardin est aussi un homme de cœur. Et donc on peut parler de remettre l'homme et les femmes au cœur de nos entreprises, et inversement. Bien. En fait, c'est d'expérience que je vais vous parler, dans tous les sens du terme. C'est le bénéfice de l'âge. Et je voudrais peut-être commencer par ce sentiment qui nous habite tous et toutes, ce sentiment d'avoir l'impression d'entrer dans un monde chaotique qui nous paraît de plus en plus complexe, qui nous échappe. Un monde de plus en plus difficile à affronter. Et un monde incertain. D'ailleurs, on a même mis un acronyme là-dessus, l'acronyme VUCA. Vous savez, cet acronyme qui légitime toutes les transformations de nos entreprises aujourd'hui. Et je pose ça là, sans pour autant que nous nous soyons posé la question de savoir si ce n'était pas notre aversion au risque qui était en cause. Néanmoins, on ne peut pas contester le fait que nos entreprises sont soumises à de multiples défis ou qu'elles doivent affronter de multiples défis. L'inflation, dont on vient de redécouvrir les charmes, si j'ose dire, des pénuries de ressources dans tous les sens, que ce soit des ressources au sens purement matériel du terme, mais également des ressources humaines. Je crois que les RH qui sont dans cette salle sont plus que bien placés pour le savoir. Et puis peut-être un des premiers défis, et peut-être le plus grand défi c'est pas qui nous attend, il est là, c'est le défi climatique. Et ce sont des défis pour lesquels on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce qu'ils affectent en profondeur l'activité de nos entreprises. Et puis pour certains autres, je pense au défi climatique, de toute façon, le coup près, il va tomber. Donc on n'a pas le choix. Et puis je pense que tu l'as dit tout à l'heure, et je partage tout à fait ce point de vue, il nous invite à repenser en profondeur tout un tas de pratiques. Tu as utilisé le mot de bullshit, j'aime bien, je partage ce point de vue-là. C'est le réel qui nous guide, et celui-là, il ne faut pas l'oublier. Sauf que, face à ça, pour relever ces défis, on est confronté à un corps social de nos entreprises qui est profondément fracturé et qui met nos DRH, nos managers, nos dirigeants, finalement dans une situation où ils sont un peu désemparés devant une équation dont ils ne maîtrisent plus vraiment les termes comme ils le faisaient par le passé, alors que l'on sait pertinemment, et que Corinne l'a dit tout à l'heure, et ça transparaissait des propos des deux précédents intervenants, on ne va pas réussir ça sans l'engagement sans faille de tous nos collaborateurs et collaboratrices et de toute l'entreprise. Donc je me suis permis de reprendre le slogan de l'équipe de France de rugby qu'on va supporter demain soir contre la Namibie. Donc c'est de ce point de situation que je voudrais partir pour vous faire un exposé en 3 points. En France, on aime bien les exposés en 3 points. 1, partager un étonnement avec vous. 2, suggérer une grille de lecture. Et 3, un certain nombre de propositions. Alors l'étonnement, je vais le prendre avec 3 chiffres. Le premier, on nous dit, et vous noterez que tout le monde utilise la même référence, que nos salariés sont désengagés. Et je l'utilise d'ailleurs aussi, pour bien la montrer. Mais ils sont désengagés de quoi, en vrai? Ils sont désengagés de leur travail ou ils sont désengagés d'une certaine forme d'entreprise qui ne leur permet pas d'exercer leur travail de façon honnête?
Je pose ça là, c'est juste une interrogation. Alors évidemment, quand on regarde la réalité, alors François Dupuis nous parle de divorce entre les Français et le travail, peut-être, on ne peut pas contester qu'il y ait une souffrance. C'est incontestable, les chiffres de l'absentéisme, etc., nous le rappellent. Alors évidemment, on met ça sur le dos du manager. Alors certains n'en veulent plus. Voilà, on ne veut plus de managers, on veut des leaders 4.0, en oubliant peut-être tout simplement le fait que le leadership a toujours fait partie du management depuis la nuit des temps, et surtout en oubliant les contraintes auxquelles les managers sont confrontés et qui se traduisent par une souffrance qui est la leur. Et vous l'avez parfaitement, alors Corinne l'a dit, Thomas l'a dit, c'est une réalité. Alors comme en plus ils étaient un peu les oubliés de l'histoire, c'est d'autant plus frappant aujourd'hui. Et puis alors on nous brandit la quête de sens, des salariés qui tout d'un coup auraient redécouvert à la faveur des confinements de la Covid, qui auraient redécouvert le besoin de sens. Sauf que quand on leur pose la question, 80% des salariés interrogés nous disent que leur travail a du sens. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces trois informations un peu contradictoires qui nous donnent l'impression d'être perdus dans une sorte de labyrinthe un peu complexe, avec vraiment des informations contradictoires, et pourtant on a quand même des enjeux opérationnels qu'on ne va pas pouvoir oublier. Alors je vous invite à étudier, et là j'en arrive à l'analyse, ces trois petits Pac-Man qui dévorent le moral de nos troupes, et ça ne commence pas depuis quelques semaines, quelques mois, ça date. Je me souviens d'un article qu'on avait fait dans les années 90 sur les cols rayés, c'est-à-dire des cadres qui ne savaient plus s'ils avaient suffisamment d'autonomie et qui se trouvaient comme étant des cols blancs. Donc je pense que ce sont des phénomènes qui trouvent leurs racines il y a très très longtemps, et c'est ce que je voudrais étudier avec vous. Trois sentiments se développent. Un sentiment de dissonance entre l'idée qu'on se fait de ce qui est bien et la réalité à laquelle on est confronté. Corinne a dit le réel. Le réel, c'est ce qui nous rentre dans la gueule de temps en temps. D'ailleurs, vous noterez que le mot expérience est un mot que je trouve très édulcoré, une sorte de voile de pudeur sur quelque chose qui s'appelle la réalité du travail, que les gens se prennent dans la tronche parce qu'eux la vivent pour de bon. Deuxième chose, le sentiment d'impuissance. Et troisième chose, un sentiment d'injustice. Ces trois sentiments, ils prennent d'abord corps dans la société civile. Les salariés, ce n'est pas des gens qui portent leur galère et qui la déposent en arrivant à l'usine ou au bureau. Ce sont d'abord des citoyens, parfois aggravés par des caractéristiques sectorielles, que ce soit des secteurs d'activité ou des typologies d'entreprises, et enfin amplifiés par les pratiques de chacune des entreprises à un niveau plus micro. Et c'est ce que je voudrais essayer de décortiquer un peu, de manière à essayer de déceler deux ou trois pistes ou orientations possibles. Alors, la succession des crises auxquelles nous avons été confrontés, elle a conduit à ce que les gens réfléchissent. Les bougres. Et quand ils réfléchissent, ça conduit à ce qu'ils développent une certaine forme de critique à l'égard d'un certain modèle de société. C'était le cas après la crise de 2008, critique d'un capitalisme ultralibéral qui n'a plus de limites. Ça a été le cas au moment de la Covid, critique d'un management certainement encore un peu féodal dans certains endroits, que le télétravail a parfaitement révélé dans certaines boîtes. Et aujourd'hui, crise climatique, vous pouvez regarder toutes les études de l'ADEME, les gens sont bien conscients que c'est notre mode de vie occidental qui est en cause. Ces trois sentiments sont accentués par ce qui peut se passer dans certains secteurs d'activité ou certains types d'entreprises. Des évolutions sectorielles qui sont jugées comme étant des dérives de la part de certains collaborateurs. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure avec l'univers du soin, quand tout d'un coup la logique financière prend exagérément, et peut-être qu'il n'y a pas d'autre choix, j'en sais rien, je ne porterai pas de jugement de valeur, mais prend exagérément le pas sur la logique de soins. Mais dans la tête des soignants, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait une crise de vocation derrière. C'est la finalité même, la raison d'être qui est en cause. Donc dissonance qui vient se rajouter. Le sentiment que l'on a des contraintes qui viennent se rajouter en permanence sur l'exercice de son travail, que ce soit des contraintes réglementaires, des contraintes normatives, Sarbanes-Oxley dans les boîtes cotées, les ARS dans les hôpitaux, enfin, il y en a de partout. Et dans certains univers professionnels, en plus, des mépris de classe qui perdurent, sur lesquels je vous donnerai un exemple après. Trois sentiments qui, là, pour le coup, sont encore exacerbés par les pratiques de nos entreprises. Alors, le mot qui nous vient à l'esprit en premier, c'est le sens. Moi, je me demande si ce n'est pas simplement un besoin d'alignement, de cohérence, entre l'idée qu'on se fait des choses, de ce qui est bien, et la réalité à laquelle on est confronté. On ne veut pas de la déchirure sur les valeurs, la politique RSE qui
qui est tordu avec une logique de rapport extra-financier à qui on a fait dire ce qui arrangeait bien, la raison d'être qu'on affiche comme le bullshit dont tu as parlé tout à l'heure. Sur le plan du sentiment d'impuissance, je crois que le mot injonction contradictoire, il a été dit plusieurs fois, mais c'est quoi l'injonction contradictoire? C'est le décalage entre ce qu'on vous demande de faire et la réalité du terrain qui rend les choses impossibles. Et comme on ne vous donne pas d'autonomie, on en revient au terme de l'empowerment, puisque vous n'avez pas d'autonomie, vous n'avez pas les moyens de résoudre le problème, et donc vous développez un sentiment d'impuissance. Et puis enfin, très certainement, des politiques de rémunération qui ont favorisé une certaine forme de mercenariat, parce que beaucoup trop individualisé dans nos entreprises. Et si vous rajoutez à cela la déshérence du sujet de la reconnaissance au sens propre du terme, c'est-à-dire reconnaître les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils font, je pense à des choses aussi élémentaires que le respect, donc la discrimination sous toutes ses formes, et la combinaison de tous ces phénomènes conduit très certainement à la situation dans laquelle nous sommes, qu'on essaye de décortiquer. Alors je disais, le mot expérience, il est un peu édulcoré, ou c'est une sorte de paravent un peu joli. Qu'est-ce qu'on dit? Quelle expérience offre-t-on à Corinne, qui est ASH, dans un hôpital, une clinique privée ou un groupement d'EHPAD? Corinne, c'est juste quelqu'un de bien qui essaye de faire son job bien. Elle fait le ménage. Mais elle ne se contente pas de faire le ménage. Elle sait très bien qu'une chambre qui ne pue pas dans un EHPAD, c'est le premier respect qu'on doit à la famille. Elle sait très bien qu'un geste, un mot, quelque chose qu'elle dit aux patients dans la chambre, ça participe de sa guérison. Et elle en est fière de ça. Elle le raconte à ses enfants, à son mari ou sa conjointe, je ne sais qui, le soir quand elle rentre. Elle essaye de bien faire son travail. Mais quelle est la réalité à laquelle elle est confrontée? Je l'ai dit tout à l'heure, de temps en temps, une pression qui est telle sur la productivité, et peut-être parce qu'il n'y a pas d'autre choix, elle est confrontée à une cadence. J'attends juste à une cadence qui est telle qu'elle finit par exécuter son travail, dans tous les sens du terme. Et comme en plus, il y a certaines infirmières qui la regardent avec condescendance et qui lui font bien sentir qu'elle n'est que femme de ménage, reproduisant ce que certains médecins ont fait sur les infirmières, elle est démoralisée. Qu'est-ce qu'on raconte? Ou qu'est-ce qu'on offre comme expérience à Moussa? Moussa, c'est un mec bien, comme Corinne. Moussa, il est convaincu que les entreprises doivent mener une transition écologique. Oui, toutes les entreprises ne sont pas là pour sauver la planète, mais toutes leurs entreprises ont leur responsabilité à prendre au regard de ce sujet-là. On n'a pas le choix. Ce n'est pas une question morale, ce n'est pas une question légale, c'est juste une question d'intérêt le plus élémentaire aujourd'hui. Et lui, il a cédé aux sirènes d'un grand cabinet de conseil, vous savez, Consulting for Good, enfin surtout Good for Business, parce qu'il a bien vu la réalité à laquelle il était confronté. Et comme en plus on lui fait miroiter un poste d'associé dans des afterworks le soir, parce que c'est quand même vachement cool, on est une entreprise happiness at work, il fait quoi? Il s'engage, mais ailleurs. Que raconte-t-on à ce vendeur de téléphonie qui est là pour vendre de la téléphonie, du téléphone ou de l'abonnement, et qui aimerait bien résoudre les problèmes de ses clients? Parce qu'on va en boutique, c'est pour résoudre un problème très souvent. Mais il n'a pas le droit d'appeler le service client. Ça peut se comprendre sur une logique de processus poussé à outrance, de productivité, etc. Mais il n'a pas le droit d'appeler le service client. Mais vous vous doutez bien qu'il aime bien faire son travail. Et faire son travail, c'est résoudre le problème du client. Donc soit il fait ce qu'on lui demande de faire, il ne fait pas ce qui est bien, il a mal au ventre. Soit il essaye de faire ce qui est bien et il prend son téléphone portable personnel, il appelle le service client et il aide à résoudre le truc. Donc il a fait ce qui est bien. Mais comme on ne lui donne aucune marge de manœuvre, il a été obligé de tricher, donc il a mal au ventre. Dans les deux cas de figure, l'expérience collaborateur, vous avez un client qui a mal au bide, et l'expérience client, vous avez un client qui gueule. En l'occurrence, c'est ce que j'ai vécu en 2008, très précisément, chez un grand acteur de la téléphonie. Il ne s'appelait pas Kylian, aucune de ces personnes n'existe évidemment, puisque ce sont des visages générés artificiellement. Cependant, ce sont trois histoires que je puise dans mes expériences très concrètes. Donc qu'est-ce qu'on leur raconte à ces gens-là? Qu'on va faire d'expériences collaborateurs, etc. Il faut travailler le sujet au cœur. Voilà. En plus, qu'il y a 3 points qui ne marchent pas, on va attaquer les 3 points. C'est d'une logique absolue, sauf qu'ils sont peut-être systémiques. C'est l'une des grandes difficultés. On va dire, on va mettre en place une entreprise avec un grand projet qui donne sens au travail des gens, et puis ils vont pouvoir bénéficier d'un minimum d'autonomie pour faire leur job, parce qu'on compte sur l'initiative, on veut des intrapreneurs, mettez tous les mots que vous voulez, on a ces tendances managériales depuis à peu près 50 ans, sans qu'elles n'aient changé.
Et puis, bien évidemment, on va mettre en place des politiques de reconnaissance. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est la base de l'intérêt des gens au travail depuis que ça existe. Dit concrètement, c'est quoi? C'est avoir un projet, une raison d'être auquel les gens adhèrent et qu'ils comprennent et qui donnent sens à l'effort individuel qu'ils vont produire. La possibilité d'apporter leur pierre à l'édifice, se sentir utile, apporter leur contribution, qui se traduit par un minimum de prise d'initiative et des moyens qui permettent de les mettre en œuvre. Et puis enfin, une reconnaissance morale et matérielle que les gens estiment juste. Alors pourquoi ça merde? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ça a toujours existé. Enfin, on n'invente rien là. Et c'est là où je voudrais vous proposer 5 réflexions. La première, une raison d'être sincère. Et pas une raison d'être qui a été maquillée, ou qui est un affichage de pur intérêt marketing, par exemple. Le green, ça se vend bien, mais on va faire du green. Les gens ne sont pas dupes. Alors, il y a toujours des gens qui croient les mensonges, et il y a donc toujours des menteurs. Ok, ça a toujours existé. Mais les gens sont de moins en moins dupes devant ces réalités-là. Ils attendent qu'il y ait une raison d'être sincère, et quelque chose qu'ils comprennent. Très souvent, on explique très bien ce vers quoi on va, la transformation, ce vers quoi on va, mais assez rarement les raisons pour lesquelles on y va. Or, de temps en temps, aux yeux des collaborateurs, ces raisons ne sont pas légitimes. Et donc là, je pense qu'il y a un fort besoin de capacité à comprendre les raisons pour lesquelles on fait quelque chose et de comprendre que ça va dans l'intérêt du bien commun, qui est la raison d'être, et non pas un pur intérêt de façade. L'autonomie, l'empowerment, la prise d'initiative, tout le monde l'a dit depuis ce matin, mettez les mots que vous voulez là-dessus, c'est très certainement une des clés. Ça veut dire que l'entreprise doit être capable d'accepter le risque de la délégation. Et je pense qu'il y a un thème dont on parle très peu ces 15 dernières années, c'est la question du risque qui structure tous ces sujets-là. Qui est prêt à payer le risque? Pour qu'à la fin, ce ne soit pas le lampiste qui prenne la décision de prendre le risque que l'entreprise n'a pas voulu prendre. Évidemment, les moyens, parce que c'est très bien de donner de l'autonomie aux gens, mais quand on les met dans une situation où ils peuvent exercer toute l'autonomie qu'ils veulent, s'ils n'ont pas les moyens, ils pédalent dans la semoule. Et puis enfin, une récompense au sens le plus large du terme, qu'ils estiment eux-mêmes comme étant juste. Donc quelque chose de profondément subjectif. Je crois qu'au travers de ces mots, on a 5 clés. Ce pas des clés universelles, genre j'ai strictement rien inventé, c'est pas la pierre philosophale du management, mais on a 5 clés d'une entreprise pour demain, que je voudrais résumer avec l'acronyme PACT, même s'il est un peu à la mode aujourd'hui, je n'avais pas pensé à ça, que je vais vous détailler. Le P de pédagogie, une entreprise qui passe son temps, et je pense que c'est ça les fondamentaux du management, à faire la pédagogie de son projet, de la stratégie qu'elle met en œuvre au regard du contexte dans lequel on est pour réussir cette ambition, et témoigner du fait que les décisions que l'on prend collectivement jusqu'à la délégation individuelle sont en cohérence avec le projet qu'on porte. Une pédagogie qui aligne le dire et le faire. Une entreprise qui est authentique. Alors quand je parle d'authenticité, ce n'est pas la transparence à tout crin qui conduit à ce que tout le monde planque les trucs comme Sarbanes-Oxley. Non, évidemment qu'aucune entreprise n'est parfaite, ça n'existe pas. Mais une entreprise qui reconnaît ses propres erreurs ou qui reconnaît la réalité du travail. Une entreprise dont le projet est sincère, même si ce n'est pas parfait. On fait des conneries pour la planète, ok, très bien, mais on essaye de faire quelque chose, on ne se planque pas. Parce que les collaborateurs attendent ça. Une entreprise qui fait de sa culture une force, c'est-à-dire un ensemble vivant, donc ouvert à la diversité de l'être humain dans toutes ses facettes, parce que c'est ce qui fait vivre une culture, mais qui fait aussi de la culture de ses collaborateurs une force. Ça veut dire développer l'esprit critique, développer l'intelligence des gens, développer leur culture au sens le plus large et pas simplement des formations parce que c'est utile dans ton job. En fait, il n'y a pas d'autonomie sans des gens intelligents. Donc on a besoin de développer ces compétences-là aussi. Une entreprise, et on en revient au réel que Corinne a évoqué tout à l'heure, une entreprise qui s'intéresse au travail, pas à ce qu'il y a autour, mais qui s'intéresse sincèrement au travail, sans se boucher les yeux sur la réalité des conditions de son exercice. Donc ça veut dire une entreprise qui retrouve le sens du métier, qui comprend qu'un manager, c'est quelqu'un qui donne une zone de délégation, donc qui confie un pouvoir à quelqu'un, donc elle accepte sa part de risque, etc., etc. Tout ce qui font les fondamentaux du management depuis la nuit des temps. Et enfin, le dernier mot, alors ça aurait pu être le E d'empowerment, mais j'ai pris un mot français quand même, pour ne pas me faire engueuler. C'est une entreprise qui retrouve le sens de l'équilibre. Et j'ai même envie de dire le sens des équilibres.
Ça commence peut-être par le culte de la croissance du chiffre, qu'il va peut-être falloir remettre en cause au nom de la croissance peut-être de la valeur, par exemple. Ce qui pose la question donc de la sobriété, ce qui veut dire des renoncements. Mais c'est aussi une entreprise qui a retrouvé le sens des équilibres sociaux, tout simplement, des partenaires sociaux qui sont de véritables partenaires dès lors qu'on a des purs et durs en face de soi, qui offrent pour l'intérêt du bien commun, et pas des gens qui cherchent à gérer leur propre carrière vis-à-vis d'une centrale syndicale nationale, comme on aurait un patron qui vise son bonus de fin d'année plutôt que de viser le développement de la valeur de l'entreprise. C'est une entreprise qui retrouve le sens de ces équilibres-là pour former un pacte. Et pourquoi je parle de ce mot pacte? Parce qu'un pacte, ça marche à deux. On parle de l'engagement de nos collaborateurs, mais c'est quoi les engagements de l'entreprise? Ça marche à deux, c'est comme le zouk, ça se danse à deux. Il faut être deux. En tout cas, moi, c'est la conviction qui m'anime profondément et que je voulais partager avec vous et qui me semble parfaitement faire écho aux exposés qui ont été faits avant. C'est ce pourquoi j'essaye de militer dans tous les environnements dans lesquels je passe, parce que c'est mon credo. Donc on a nos convictions très affirmées. Je trouve ça très bien parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez là quelques instants parce Avec que plaisir. ça sera une bonne introduction sur ce qui va nous occuper de 11 h à midi, les travaux pratiques. Je note donc les cinq postures du pacte. En chapeau, vous dites nécessité d'une raison d'être sincère. Et en première intervention, on a entendu qu'il fallait d'abord bosser sur le CODIR, son dirigeant. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques illustrations de l'animation dans une communauté de collaboratrices et de collaborateurs de la raison d'être sincère? Parce qu'il y a les risques faciles du bashing là-dessus. Comment on fait le curseur de la sincérité? Je trouve ça hyper complexe. C'est hyper complexe, mais ça se traduit dans les actes au quotidien. Enfin, les collaborateurs ne sont pas dupes quand ils voient une entreprise qui a un certain affichage et que la réalité qu'ils vivent au quotidien n'est pas conforme à cela. Ils ne sont absolument pas dupes. Et je pense que le rôle d'animation, d'abord, c'est effectivement l'exemplarité des dirigeants, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, mais c'est l'exemplarité de toute la chaîne managériale. Et c'est non seulement l'exemplarité, c'est la cohérence. Et ça, c'est peut-être l'un des éléments les plus difficiles, parce que même une entreprise sincère, par exemple sur des enjeux RSE, il y a toujours des incohérences dans ce qu'on fait. À un moment, on va avoir 2 ou 3 départements qui vont faire des trucs qui vont à l'opposé. Je ne sais pas, moi, par exemple, on a une politique très active en matière de climat, mais on continue à faire des séminaires de commerciaux à l'île Maurice. Il y a juste un truc qui déconne complètement. Et souvent, c'est de la maladresse, c'est pas de la volonté de nuire, pas du tout, c'est souvent de la maladresse, etc. Et donc là, il y a une nécessité d'acculturation de l'ensemble du corps social. Et encore, le troisième point, c'est la pédagogie que j'évoquais tout à l'heure. Et c'est là où on n'a plus que jamais besoin du manager intermédiaire, parce que c'est lui qui fait la pédagogie entre la réalité concrète à laquelle on est confronté et ses grandes intentions dont on aimerait bien qu'elles soient en cohérence avec ce qui se passe sur le terrain. Donc je pense que la pédagogie est certainement l'une des clés, y compris quand on n'est pas parfaitement aligné, parce qu'on fait des trucs pas bien, évidemment, tout le monde, toute entreprise. Il faut juste savoir le reconnaître et essayer d'œuvrer pour corriger le tir. Et c'est peut-être là-dessus que peuvent le mieux s'exercer les symétries des attentions. Absolument. Il l'a mis au pluriel tout à l'heure. La sincérité vis-à-vis du client, absolument, au même titre que vis-à-vis des collaborateurs. J'ai trouvé que la remarque de Thomas sur de mettre un S à symétrie, c'était très bien vu. Mais c'est souvent bien vu avec Thomas. Vous allez signer à 16 h votre ouvrage sur les... Alors, c'est un ouvrage collectif. Qui est un manuel très pratique. Non, c'est pas un manuel pratique, mais il y a en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est un ouvrage collectif dont les droits, évidemment, sont donnés au Resto du Cœur Emploi, où on a voulu faire en sorte qu'il n'y ait pas que des consultants qui ramènent leurs fraises, parce qu'ils sont de temps en temps un peu hors sol, j'en suis un, mais que chaque consultant soit avec un praticien d'entreprise. Et de les faire écrire en couple, si j'ose dire, en binôme. Et donc on a pris des gens avec des horizons très divers. Thomas faisait partie de cet ouvrage, France Roigueuse, mais aussi Maë, avec qui je travaille, qui a 27 ans. Enfin, donc on a réuni des gens avec des points de vue, des regards un peu différents, des expériences différentes, de manière à avoir une vision peut-être un petit peu plus ouverte et un peu plus écuménique. Donc ce sera avec plaisir que je partagerai ça avec vous. Moi je suis juste l'organisateur et celui qui rédige l'intro.
on me nomme auteur, mais bon, ça, c'est un travail collectif. Belle la photo, hein. C'est que le photographe était bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre contribution.